Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu parlais d'authenticité. Et tu vois, c'est une question pour moi, j'appelle ça le paradoxe du développement personnel, l'authenticité. Pourquoi ? Parce que à l'ère de l'IA, où plus rien n'est authentique en fait, quasiment, tu essayes d'être le plus authentique possible dans ta façon de communiquer, dans les posts, dans ce que tu partages avec les autres. Et à la fois, quand tu parles avec les gens, tu leur poses la question c'est quoi pour toi le développement ? Pourquoi tu veux te développer personnellement ? Ils te disent c'est pour apprendre à devenir qui je suis. Cette belle phrase de Nietzsche. Et là, tu te dis mais comment tu sais que tu es authentique si tu sais pas qui tu es ? C'est quoi l'authenticité pour quelqu'un qui sait pas qui il est ? Bienvenue, merci d'accueillir sur ABC Talk Olivier Jiménez, installé sur les canapés, la rock'n'roll attitude, comme on dit, la casquette qui va bien et autres. Je sais pas si c'est du rock'n'roll, c'est plus de la tech ou années 80, 90. Années 80, 90. La nostalgie peut-être un peu. Un petit peu. Bonjour Olivier. Salut Marc. Merci infiniment d'être là et merci d'avoir changé d'avis. Parce que si on regarde le titre de cette émission que j'ai choisi et quand on a préparé l'émission, je me suis dit c'est extraordinaire. Voilà quelqu'un qui au départ ne veut pas venir sur les canapés et vous allez nous expliquer pourquoi. Mais j'ai ouï dire que vous ne vouliez pas venir sur ABC Talk parce que vous ne cautionnez pas ce que certains disent ou certains préconisent dans les émissions. C'était ça la raison première ? Oui, alors plus que l'objet de ce qu'il raconte, c'est plus le principe en fait. C'est que moi je suis quelqu'un qui doute énormément. J'ai beaucoup de formations, d'approches différentes. Et ce qui prime toujours pour moi, c'est la curiosité et le fait de toujours remettre en question un petit peu ses propres vérités, ses propres croyances. Et quand j'ai découvert l'émission, quand j'ai voulu participer la première fois, j'ai regardé quelques extraits et ça me dérangeait énormément en fait que les gens puissent imposer un petit peu des injonctions, des vérités sur des approches qui étaient à vendre, sur des trucs comme ça. Et ça m'a un peu dérangé. Et je pense qu'on va reparler peut-être de perception un peu plus tard dans l'émission. Bien sûr. Et puis ma femme m'a dit, putain, mais t'es quand même gonflé parce que pour quelqu'un qui explique qu'il faut toujours essayer d'avoir plusieurs perceptions des choses avant de prendre une décision, tu t'es arrêté sur une seule perception et t'as pas compris l'ADN de l'émission. Et alors vous dites que vous aviez des difficultés à adhérer à la notion même d'expert. Ouais. Et pourtant vous en êtes un. Ben non en fait. Dans votre domaine. Ça me dérange de dire ça, moi. Pas. Ouais, mais pourtant, quand vous dites que vous êtes coach en développement personnel, praticien spécialisé en TCC, et ce qu'on va voir ce que sont évidemment ces TCC, c'est notamment les thérapies comportementales et cognitives, c'est que vous avez une expertise. Oui, tout à fait. Donc vous dénoncez quelque part un truc en disant non, mais moi je veux pas faire partie d'un système où on parle d'expertise, alors que vous avez vous-même une expertise. Bah oui, parce que c'est toute l'ambivalence en fait de notre société, c'est qu'en fait on doit endosser des rôles, on doit essayer d'adopter une posture. Et puis pour moi il y a une vraie différence entre une expertise qui peut être provisoire, qui peut être améliorée, qui peut être scalée, et un expert. Il y a une notion un petit peu d'expert de terminus quoi. Bah, un expert qui est dans un positionnement de voilà, c'est acquis, c'est fait, j'ai l'expertise, je pense pas qu'il y en ait beaucoup chez nous. Et les gens qui disent effectivement, j'ai acquis cette expertise-là, qui est en perpétuelle évolution, j'améliore des choses, je modifie, j'évolue, donc il n'y a pas de choses acquises quelque part. Ouais, mais moi, peut-être c'est comme ça que vous l'avez perçu au départ. C'est comme ça que je l'ai perçu au départ. Très bien, très bien. Mais du coup, ce qui a changé, parce que ça a quand même changé. Ben oui, du coup, vous vous retrouvez là, je me dis quoi ? Parce que c'est ce qui est important, c'est que je suis là pour le coup. Oui. Non, mais ce qui a changé, c'est parce que j'ai décidé en fait de regarder un peu à travers le prisme de pourquoi l'émission faisait ça en fait. Et je me suis rendu compte que finalement, le fait de pouvoir donner la parole à autant de personnalités, à autant de vérités différentes, de parcours de vie différents, et ben finalement, c'était la curiosité qui primait sur le reste.
C'était l'ouverture d'esprit qui primait sur le reste. Ouais. Et en fait, c'est ça qui était important pour le coup. Et le leitmotiv que j'instaure toujours dans ces émissions, c'est de me dire toujours, c'est « et s'ils avaient raison ?» Oui. Et s'ils avaient raison. Même sur des choses auxquelles j'ai beaucoup de mal parfois à adhérer. Et je le dis d'ailleurs. Hein. Je dis très régulièrement, je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais je me dis, bon, et s'il avait raison? Voilà, donc il n'y a pas de vérité absolue. Non, chacun ira chercher et entendra ce qu'il aura envie d'entendre. Et aura la résonance qu'il aura envie d'accepter. Non, mais finalement, c'est ce choix-là qui m'a décidé à venir, finalement. Bon, et vous vous souvenez de l'émission que vous avez regardée et où vous n'avez pas du tout adhéré? J'en ai regardé plusieurs, dont une en particulier, mais j'en parlerai pas parce que c'est une personne que je connais en plus. C'est vrai? Ouais. Mais non, il y a eu pas mal d'émissions qui... C'était sur quel thème? Juste le thème, c'était quoi? Je peux pas... Non, c'est vrai? Non, ça me gêne un peu quand même. Et cette personne, puisque vous la connaissez, sait que l'émission que vous avez regardée au travers de ce qu'elle préconise vous dérangeait? Non, il y avait des trucs qui me dérangeaient à l'intérieur, mais je pense que oui, elle sait qu'il y a des approches qui me dérangent un petit peu. Mais... Je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé déjà sur le sujet et puis dégrossi et enlevé des couches. Mais ouais, c'est quelque chose de pertinent. Ça assemble des pièces de puzzle en fait. En tout cas, on sent qu'au travers même de votre expertise, même si vous n'aimez pas qu'on dise ça, vous avez envie, on a le sentiment que vous avez envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de ce qui se fait quand on parle de coaching, de développement personnel, de spiritualité, tout ça, c'est le cas? Alors, c'est pas forcément volontaire, en fait, c'est pas mon objectif, en fait, de le faire, mais effectivement, il y a beaucoup d'injonctions, en fait, dans le développement personnel, on essaie de faire un truc de rendre très compliqué quelque chose qui est très individuel, qui est très personnel, et qui pour le coup, peut être très simple, en fait. Il y a... Ce qui me dérange, en fait, dans le développement personnel d'aujourd'hui, finalement, c'est un peu le fait d'instrumentaliser ça, de le marketer, pour en faire un business, quoi. Ouais. Mais ça, c'est pareil. La notion de business, qu'est-ce que ça veut dire? La notion de business veut dire simplement qu'il y a une notion d'argent, et elle est normale, cette notion d'argent. Elle est normale, mais pour moi, elle ne devient pas normale quand on joue avec la vie un petit peu des gens, quand on leur dit ce qu'ils doivent faire pour être heureux, par exemple, parce que pour le coup, c'est le thème de mon bouquin. Moi, j'essaie toujours, depuis que j'ai créé mon compte Instagram, j'essaie toujours d'apporter une réflexion profonde et d'essayer justement de permettre aux gens d'avoir les bons outils, les bons axes de réflexion pour construire leur propre vérité, leur propre idée. Mais sincèrement, sur les 1200 émissions qu'on a enregistrées, honnêtement, je n'ai pas le souvenir d'un coach, thérapeute, accompagnant de vie, expert ou autre, qui impose sa vérité. Tous disent, mais moi, la priorité, c'est que les gens soient complètement indépendants. J'entends ça. Ça, pour le coup, c'est une question d'approche. Après, c'est qu'effectivement, d'un point de vue déontologique, on l'apprend dans nos formations de coaching, de toute façon. Bien sûr. Il y a cette idée d'accompagnement qui doit permettre à la personne, à l'accompagner, de pouvoir être autonome, etc. Moi, ce que je vais critiquer un petit peu plus, c'est ce qu'on peut retrouver sur les réseaux, en fait. Cette notion un peu de développement personnel. OK. Où c'est devenu facile, en fait, de dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, faites pas ci, faites pas ça. Ouais. Et où chacun va venir apporter sa propre approche, sa propre vérité pour vendre quelque chose. Et ça me dérange un petit peu. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que ça pullule sur les réseaux sociaux. Il y en a à tout va. Chacun y va de sa vérité. Et moi, je vais vous dire ce qui m'agace le plus. Et je ne suis pas allé voir votre compte Instagram, mais j'espère qu'il n'y a pas ça. Mais ce qui m'agace le plus, vraiment dans le développement personnel, c'est j'ai les 3 clés qui vont... J'ai les 5 trucs qui vont... Ouais. Je vais vous donner les 4 idées majeures qui vont... Ça m'agace. Il n'y a pas ça chez moi. Ça m'agace. Il n'y a pas ça chez moi. Profondément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça sous-entend que si on met en application les 4 trucs qu'on va vous... les 3 clés qui vont vous... ça y est. Ça va permettre 2. Mais ça me dérange. Ça, par contre, ça me dérange. Le développement personnel, aujourd'hui, c'est comme la surconsommation. Ça veut rien dire, non, développement personnel, en plus. Mais je compare ça un peu à la surconsommation dans les années 70. C'est-à-dire qu'en fait,
on a fait de quelque chose qui prend du temps, qui demande à être approfondi, à être creusé pour se l'approprier. C'est ce qu'on faisait avant. Hein. On allait chez l'épicier, on faisait les courses une fois par semaine, vraiment, ou le jour même, pardon, plutôt que pour manger le soir, etc. Ouais. Et on avait vraiment cette dynamique de rareté. Le développement personnel a perdu cette rareté-là, en fait. Et aujourd'hui, on apporte une réponse rapide à un besoin qui est immédiat. Et il faut créer des choses pour ça. C'est le principe du marketing, en fait. Hein. Donc, le développement personnel, on a créé Instagram, c'est devenu un peu le frigo, finalement, des années 70, où on peut stocker un peu des trucs et venir piocher un peu dedans. Il n'y a pas que du mauvais, parce qu'il y a du très bon à prendre dedans. Oui, clairement. Et moi, je sais, par exemple, que quand j'étais un petit peu en difficulté, il y a ce que j'appelais mes shots d'adrénaline, quoi. C'est cette espèce de ces citations qu'on pouvait voir et qui me permettaient de retrouver la pêche pendant genre 10 minutes, quoi. Et puis d'un coup, il y a une huissier qui appelle au téléphone, et puis le développement personnel, on se rend compte que on n'a rien compris. Bien sûr, on revient à la réalité de la vie pure, mais bien sûr. C'est ça, quoi. Mais je vais vous dire, ce mot, et pour terminer là-dessus, sur le mot développement personnel, je l'ai enlevé de toutes nos communications. Quand on parle de la chaîne, quand on parle des programmes, quand on parle des émissions, et quand on parle de ceux que l'on reçoit sur les canapés, je parle toujours de bien-être, de santé parfois, et de spiritualité. J'ai retiré le mot développement personnel, qui pour moi a été un peu dénaturé. Ce qui, parfois, l'est aussi quand on parle de spiritualité. Hein. Totalement. Il y a aussi des choses à prendre et à laisser. Bon, alors, est-ce que vous avez vraiment été élevé par des loutres dans la mer Baltique ? Bien sûr. Bien sûr. J'ai vu ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais. Pourquoi vous dites ça ? J'adore, parce que je suis comme ça, en fait. Je suis quelqu'un d'assez spontané, et mon bouquin, justement, il y a beaucoup de trucs comme ça à l'intérieur. D'ailleurs, ça a été très, très drôle, parce que quand on a fait les corrections avec l'éditeur, il y a plein de choses qu'on voulait me faire retirer, parce qu'elle me dit, mais les gens comprendront jamais ce truc-là. Je dis, oui, mais ma femme, elle a rigolé. Alors, si elle a ri, je veux que ça y soit dedans. Ouais, parce que vous dites que c'est votre femme qui vous a profondément et qui continue à vous inspirer. Totalement. Ouais. Le titre de votre livre, c'est donc « Le bonheur est là où vous ne le cherchez pas » aux éditions First. Alors, il y aura une explication de texte, hein, parce que vous allez nous dire, évidemment, et sans doute au travers de votre parcours de vie. C'est le résumé de votre parcours de vie. C'est la continuité d'une, je pense, de logique de tout ce que j'ai pu faire ces dernières années. Ouais. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, évidemment, coach spécialisé dans ces thérapies comportementales et cognitives, les fameux TCC. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est les TCC ? En fait, c'est une approche comme une autre. Je suis formé aussi à l'hypnothérapie, à la programmation neurolinguistique. Ce qui m'a plu en fait dans l'approche des TCC, c'est la relation qu'il y a constamment entre les pensées, les comportements, les comportements et les émotions notamment. Donc il y a cette idée un petit peu que quand on n'arrive pas vraiment à aller toucher au niveau cognitif ce qui ne fonctionne pas, il y a des thérapies qui sont très axées sur la cognition. C'est très compliqué certaines fois pour des personnes d'aller modifier leur système de pensée. Il y a cette relation avec le comportement qui permet d'agir sur le comportement et de pouvoir du coup modifier le reste. Le meilleur exemple de ça, c'est une personne qui, par exemple, pour X raisons, aurait du mal à s'endormir pendant quelques temps. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va en créer l'émotion progressivement, la peur de ne pas dormir le soir. Et du coup, l'anxiété de ne pas dormir fait qu'elle ne dormira pas. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Le comportement fait qu'elle ne dormira pas et elle devient insomniaque comme ça. Voilà. Ouais, on tourne en rond. Exactement. Donc, il y a cette idée que les TCC, ça permet quand même d'avoir une approche où on va... finalement, c'est un peu faire relativiser aussi les gens, c'est-à-dire toujours recadrer systématiquement une pensée, en apportant une pensée moins pire, par exemple, ou en venant jouer sur les comportements, par la thérapie d'exposition, par exemple, aussi. Et aussi sur les émotions, avec la cohérence cardiaque, avec tout ça. Ça, c'est tous les outils que vous mettez à disposition. C'est une sorte de boîte à outils qui permet, en fonction de la problématique de la personne que vous recevez, vous ajuster. Oui, c'est ça. En fonction de... moi, je pense que en tout cas, l'outil qui serait susceptible de vous aider, c'est celui-là. Oui, et parfois, on va pouvoir compléter avec un autre outil, avec une autre... C'est quand même assez génial parce que ça ouvre un champ de possibles qui est beaucoup plus large, justement, voilà. Alors, on va voir d'abord, bien sûr, votre expertise et l'intérêt profond que vous aviez notamment pour tout ce qui est neurosciences, psychologie cognitive, les thérapies comportementales. Tout ça sont évidemment des thématiques et on va voir comment elles entrent dans votre vie et comment, parce que vous n'êtes pas du tout au départ. Pas du tout. C'est pas du tout ça qui vous intéresse. Vous êtes plus dans un milieu, on va dire, artistico,
voilà, tout ce qui est dans cet univers et dans cette pièce-là vous intéresse. Oui. Une des raisons pour lesquelles, du coup, je suis là aussi. Je pense qu'il y a une grande partie de ma vie, des choix de vie professionnels qui ont été faits par mon système de survie, comme beaucoup d'entre nous, en fait. Ouais. Donc, finalement, moi, je n'étais pas prédestiné du tout non plus à me lancer dans les métiers de la communication, etc. Parce que... Mais je pense que je suis revenu dans l'accompagnement parce que je suis j'aime profondément ça. Je pense que ça aurait pu être un de mes choix premiers si mon système de survie, justement, m'avait pas fait aller vers d'autres choix de court terme. Mais c'est formidable parce que les métiers de l'accompagnement, il y a la nécessité quand même pour un bon accompagnant d'avoir une bonne expérience de vie. Ça, c'est mon opinion. C'est pas quelque chose de... C'est pas une vérité. C'est pas une vérité absolue, oui, c'est la vôtre en tout cas. Voilà, et je sais que j'ai eu la chance d'être accompagné par un coach pendant 15 ans, qui est encore mon superviseur aujourd'hui, qui a cette réflexion-là aussi. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse correctement accompagner une personne simplement avec une approche. Une approche, c'est un outil. Ce serait de dire, je ne suis pas un bon bricoleur, mais je vais aller chez Leroy Merlin, je vais acheter un bon marteau, je vais devenir un bon bricoleur. Donc, il faut quand même l'expérience du bricolage un petit peu, il faut s'être trompé, il faut avoir fait des erreurs. Et pour le coup, ce qui m'a amené à faire ce métier-là, c'est pas de vouloir aider les gens, c'est pas de vouloir les sauver, c'est que ça a été un cheminement naturel dans ma vie, d'arriver à vouloir transmettre quelque chose et d'arriver à vouloir, à mon tour, peut-être pouvoir accompagner des personnes vers le mieux vivre. Voilà. Quand j'ai dit tout à l'heure que vous mettiez un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, ça, c'est un angle qui met un coup de pied dans la fourmilière. Quand vous dites qu'effectivement, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir, hélas, qu'il y a des gens en un week-end ou en 3 week-ends vont devenir thérapeutes. Ça, c'est aussi des choses que vous dénoncez pour le coup. Vous dites qu'il faut vivre les choses intrinsèquement, il faut dans votre parcours de vie que vous soyez amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui dans l'accompagnement que vous préconisez avant de vouloir prétendre à. J'ai le sentiment quand même qu'on comprend mieux les problématiques des autres. On est plus à même à pouvoir les accompagner, à régler ces problématiques quand on a vécu aussi émotionnellement quelque chose de difficile. Oui, clairement. Et alors, je ne jette pas du tout la pierre à toutes les personnes qui ont fait un week-end dans les Cévennes. C'est ce que vous dites. C'est pas du tout ça. Parce lui, il a fait 3 jours dans les Cévennes, il ressort, il est expert en thérapie. Parce qu'il n'y a pas de vérité, encore une fois, je ne me sens pas mieux que ces personnes-là. Et je suis très pas un jugement de valeur. Non, absolument pas. Je pense que c'est plus une question de posture, en fait, une posture de rôle. On ne peut pas demain devenir footballeur professionnel parce qu'on a décidé ou on a fait un stage un week-end. Donc voilà, je trouve que le problème de ces métiers-là, c'est que c'est un peu un fourre-tout aujourd'hui. Il y a une omerta quand même de l'État là-dessus au niveau médical qui a décidé de retirer le titre de psy à des gens qui étaient extrêmement compétents parce qu'ils n'avaient pas les études médicales derrière. Et du coup, ça fait, puisque tu n'es pas médecin, il y a tout le reste après derrière. Et tout ce reste-là, c'est problématique parce qu'il y a des personnes très, très compétentes à l'intérieur et des personnes qui ne le sont pas du tout. C'est vrai. Et c'est un vrai problème. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. C'est vrai. Et c'est pour ça que, encore une fois, on a créé aussi l'index ABC dans lequel vous figurez maintenant, puisque cette émission sera aussi référencée sur l'index ABC, qui est une sorte d'annuaire des thérapeutes. Mais là aussi, l'annuaire des thérapeutes, je me suis dit, quelle valeur ajoutée on peut avoir par rapport à toutes les autres plateformes. Et le principe, il est simple. C'est que le fait de s'installer ici, de parler de son parcours de vie, c'est ça qui fait la différence. C'est là où on va juger effectivement de qui vous êtes, de ce que vous avez enduré. C'est là qu'on va voir quelle est l'énergie, de quelle manière vous en êtes sorti, quelle est la résilience dont vous faites preuve. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra ressentir l'authenticité et le fait de se dire « Ah, lui, il me parle, et lui, il va m'accompagner, et lui, je pense qu'effectivement, c'est la personne qu'il me faut dans mon cheminement. » Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a œuvré. Et c'est ce qui est formidable aussi dans cette approche-là, c'est que tout à l'heure, on parlait des personnes qui faisaient une formation de 3 jours dans les Cévennes, mais imaginons que cette personne-là, les gens qui vont la voir sont extrêmement satisfaits et arrivent grâce à elle à avancer dans... Ça peut. C'est génial, en fait. Mais oui, ça peut. C'est génial. Ça peut. Donc c'est vrai que c'est peut-être l'angle de perception qu'il faut changer encore une fois. Et... Ce qui fait que vous contredisez tout ce que vous dites. Ouais, en fait. Mais c'est l'objectif de douter, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être assis sur une seule vérité, sur un seul angle de perception. Il faut avoir une vision qui est systémique des choses, constamment. Et en tout cas, dans mon approche en tant que professionnel, c'est cet angle-là que j'essaie d'avoir le plus large possible. Voilà. Pourquoi vous dites que votre plus belle source, et c'est un beau témoignage d'amour, la plus belle source d'inspiration que vous ayez pu avoir, que vous avez, c'est votre épouse? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post LinkedIn
où j'expliquais dessus qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Complètement. Moi, je suis 1m64. Je suis pas très grand. Je pense que ma femme est beaucoup plus grande que moi pour me supporter, et pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui. La chose qui supporte la personne qui s'élève, entre guillemets, hein, si on parle d'élévation, le fait que je sois ici, par exemple, elle doit forcément être plus solide que la personne qui s'élève. Complètement d'accord. Voilà. Il y a une très belle chanson qui dit « La femme est l'avenir de l'homme ». Oui, mais et je pense qu'effectivement, vous avez raison, derrière chaque grand homme, il y a, en tout cas, chaque grand homme qui souhaite créer, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, et moi, ma femme, je la porte vraiment très haut parce que je trouve que les femmes, d'une manière générale, dans notre société, on parle beaucoup d'égalité, mais on tait aussi beaucoup de ce qu'elles vivent quotidiennement. C'est-à-dire que là où on parle d'égalité dans le foyer, par exemple, moi, je me rends compte qu'il y a plein de trucs administratifs, la relation avec l'école, les enfants, etc., qui en fait sont sous-cotés finalement dans ce que représente une charge mentale pour une femme. Il y a tous ces petits trucs aussi quotidiens, les petites maladies, les petits machins qu'on n'écoute pas en fait. Hein. Moi, ma femme, elle a eu une endométriose, elle a eu une hystérectomie, elle a eu 3 enfants, enfin, et elle est encore là, et elle est, je trouve ça extraordinaire. Et à l'inverse, les femmes qui s'installent aussi, et il y en a une grande majorité qui s'installent sur ces canapés et qui viennent parler de cette version un peu de leadership qu'elles ont aussi. Il y a quelqu'un d'autre dans l'ombre qui a fait qu'elles peuvent se permettre de faire ce qu'elles font aujourd'hui. Mais totalement. Hein. Ma femme sera là un jour. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Aujourd'hui, elle fait quoi ? Elle garde les enfants. Elle garde les enfants, mais ce que je veux dire, elle sera là, mais au travers d'une... Ah, au travers de son projet à elle. Son projet à elle, oui, ouais, elle est formée en médecine chinoise, elle fait lecture akashique. Ouais. Oui, pour quelqu'un, je suis quand même très ouvert. Mais c'est pour ça, je me dis, c'est pour ça que parfois, c'est assez déstabilisant de la préparation de votre émission, parce que vous commencez à affirmer des choses que vous démontez derrière pour revenir ensuite dessus. Et c'est là où ça peut être un peu l'angle d'accroche quand on décide de vous recevoir, quand on accepte de vous recevoir comme ça, et qu'on se dit, tiens, on va justement discuter avec Olivier, c'est de se dire, waouh, sous quel angle je le prends ? Et ouais. Mais c'est le problème de plein de gens avec moi. Parce qu'il n'y a pas d'accroche. Non, il n'y a pas d'accroche parce qu'en fait... Il y a un vécu, mais il n'y a pas d'accroche. J'ai appris à me connaître aussi. Moi, j'ai un fonctionnement très particulier. Je suis HPI. Alors, c'est un mot qui veut tout rien dire. Hein. Ça aussi. Mais on peut le démonter en 2 secondes. Hein. On peut le démonter en 2 secondes. Après, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-delà des initiales, ça correspond à un fonctionnement cognitif. Et moi, je suis quelqu'un, toute ma vie, qui a fonctionné comme ça. Je suis très éparpillé, je suis très curieux. J'aime toucher à plein de trucs. Je suis incapable de me focaliser sur un truc et de dire c'est ça la vérité, c'est ça ma conviction. Mais par contre, j'aime toucher à tout, j'aime être curieux de tout. J'aime l'importance du soutien de votre épouse à ce moment-là, parce qu'elle doit sans doute peut-être plus canaliser les choses et border les choses un peu. Et ce qui est assez déstabilisant finalement, c'est que je vais vous prendre un exemple qui va peut-être vous parler, sûrement vous parler, c'est la corrida par exemple. Depuis que je suis gamin, ma conviction, mon idéologie, c'est que je suis contre la corrida. Parce que c'est ma conviction. Cependant, quand je parle avec les gens et que je leur explique que je comprends pourquoi les gens aiment ça, ils ne comprennent pas. Moi non plus. Moi, je pense qu'on peut très bien comprendre quelqu'un qui a un point de vue différent, mais avoir une conviction profonde qui diffère. C'est 2 choses différentes. Je suis d'accord. Et je pense que je n'aurais pas pu créer ces émissions et cette chaîne et tous ces concepts-là si je n'avais pas ce positionnement-là. Exactement. C'est-à-dire que j'entends ce que vous dites, j'entends ce que les gens disent pendant les émissions, mais je peux ne pas partager leur point de vue. C'est pour ça que je suis là encore une fois. C'est cette perception-là que j'ai pu avoir après de l'émission, justement. Et c'est de me dire à un moment donné, mais est-ce que tu as envie de faire l'émission et pour quelle raison tu la ferais ? Et je me suis dit, mais parce que j'ai envie de parler avec Marc. Non, mais c'est tout con. Hein. J'ai fait un podcast avec un mec qui s'appelle Victor Bergeon, qui est extraordinaire et qui a une super émission sur Canal+, qui s'appelle Les Nouveaux Explorateurs. C'est parti du même délire. Hein. J'étais sur mon canapé, je regardais l'émission, j'étais avec ma fille qui avait 8 ans à l'époque. Il me dit, ah papa, il est super le mec, pourquoi tu vas pas le voir ? Je dis, bah ouais, j'ai envie de le voir. J'ai envoyé un message et puis je l'ai vu sur Paris, puis voilà. Magnifique. C'est ça la vie. Alors le podcast, c'est bien dans mes pompes, ouais. Qui existe toujours. Hein. Oui. Ouais, bien sûr. Et est-ce que vous l'êtes ? Oui. Je suis pas toujours heureux. Je ressens pas toujours de la joie. Je galère parfois. Je vais galérer encore, j'imagine, dans ma vie. Mais je suis bien à mes pompes. Parce que vous avez touché le fond. Parce que j'ai touché mon fond, ouais. Mon fond, je pense. Le fond dans ce qu'on pourrait appeler... alors,
comment décrire ça Et ce fond-là, moi, je l'ai connu aussi. C'est-à-dire qu'à une certaine période de sa vie, le fait de retourner chez ses parents, parce que les choses ne vont pas bien, j'ai connu ça aussi. Et cette résilience-là, il faut l'encaisser. Ouais. Surtout quand on a une volonté peut-être d'accompagner les autres, ou qu'on a aussi une volonté de donner de l'information pour les autres, de se dire, attends, tu es en train de manger la poussière là, et tu prétends pouvoir accompagner les autres. Moi, c'est ça qui a été difficile. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. C'est tout le paradoxe, en fait, de quand on traverse une période qui est difficile, c'est que je crois qu'on n'a pas le recul, en fait, qu'on a après, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on vit, en fait. Ouais. Et pour le coup, je faisais une conférence au Salon Zen, justement, sur le bonheur, sur tout ça, et j'expliquais qu'en fait, dans un des pires moments de ma vie, dans l'idée, si on prenait quelqu'un qui dit, voilà, ma vie c'est ça aujourd'hui, putain, catastrophique ta vie. Et il y a eu des moments où j'étais heureux. Il y a des moments où j'ai ressenti de la joie, vraiment, physiquement. Et à contrario, des moments de ma vie où j'avais tout, et je me sentais pas heureux. Je ressentais pas de la joie. Donc, ça en vient à cette idée qu'en fait, finalement, le bonheur, c'est soit quelque chose de très idéologique, de philosophique, ou alors c'est quelque chose de très biologique, de très pragmatique. Quelque chose qu'on ressent à travers la sérotonine, à travers tout ça. Ou très matériel. Très matériel aussi, parce que... Et donc, typiquement, voilà, c'est un très très bon exemple. Le matérialisme. Est-ce que le fait de posséder des choses nous rend heureux ? Si je m'en tenais au développement personnel, je dirais que non. Et pourtant, si, en fait. Mais sur l'instant. Ouais, mais pas forcément. Il y a la satisfaction de l'instant. Toujours. Mais parce que c'est lié à notre besoin de nouveauté. Mais ça dure pas. Ça peut durer. Ça peut durer. Ouais. Et il y a une philosophie au Japon que j'aime beaucoup, qui est liée à l'argent, qui, je trouve, vient solutionner cette problématique-là de manière assez belle, où l'argent est considéré comme une énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal à le garder, il n'y a aucun mal à le dépenser pour n'importe quoi. La seule règle, c'est, est-ce que cette énergie-là me fait du bien ? Est-ce qu'elle me procure quelque chose ? Si l'énergie, elle monte et qu'elle redescend de suite, ça ne valait pas la peine. Mais si l'énergie, elle est durable, dans ma vie, ça c'est chouette. Est-ce que l'énergie d'argent et le rapport à l'argent que vous avez, il est durable ? Pas pour tout. Je fais beaucoup de bêtises avec l'argent aussi, parce que j'ai des biais cognitifs comme tout le monde, et que je vais craquer pour un iPhone, pour un truc, alors que je sais très bien que c'est pas bien. Mais à contrario... Qui a dit que c'était pas bien ? Exactement. Qui a décrété que... Exactement. Si c'est quelque chose qui me procure de la joie, il n'y a pas de problème. Il y a quelques années, j'ai vendu ma société, et le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un VTT. Un beau VTT. J'habite à Uzès, une belle région, et c'est super. Et à l'époque, je me rappelle, pourquoi tu fais ça, un VTT, putain. En plus, c'est l'époque du Covid, alors... ça va, c'est pas non plus... ouais, mais quand même... Vous n'avez pas acheté un Macan ou... non, mais... vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Si vous avez galéré, vous savez ce que c'est. Ah non, mais bien sûr. Ah oui, non, mais quand vous dites « je revends ma société », ça veut donc dire que vous avez les moyens de pouvoir vous acheter autre chose. Quand même. Ok, donc VTT, c'était quelque chose d'important. Je savais que la vente, il fallait garder l'argent, parce qu'il fallait qu'on se renouvelle, qu'on relance des projets, etc. Et il y a un moment donné, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce VTT, en fait ? Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, mes VTT, je m'en sers régulièrement. J'ai fait des sorties avec mes enfants, avec mes potes. Ça me permet d'être en bonne condition physique. Exact. Donc en fait, c'est ça l'énergie de l'argent. C'est essayer d'anticiper à l'avenir, qu'est-ce que cet objet-là va me procurer dans l'avenir, qui va me permettre de m'apporter quelque chose. Est-ce qu'on doit avoir cette réflexion-là ? Je pense que c'est important de l'avoir quand on doit acheter des choses qui nous demandent un sacrifice. À partir du moment où on se pose la question de savoir vraiment si on peut se le permettre, il y a cette idée d'énergie que je trouve qui est importante. Ça vient enrichir la réflexion. Voilà. Donc il vaut mieux se poser la question. Oui, toujours. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut se demander si on en a réellement besoin. Le problème, c'est que biologiquement, cognitivement, notre cerveau a ce qu'on appelle le biais de confirmation, par exemple. Et le biais de confirmation, ça vient nous apporter la suggestion, la validation que ce qu'on est en train de penser est forcément la vérité. Vous savez ce que c'est un peu les biais cognitifs ? Bon. Mais expliquez-le quand même, parce que je t'explique. Non, mais je dis aux gens évidemment qui nous regardent, c'est toujours intéressant d'avoir votre... Parce que là aussi, on lit et on entend beaucoup de choses sur les biais cognitifs. Oui, alors c'est pas extraordinaire. Non, bien sûr. En fait, c'est quoi un biais cognitif ?
c'est ce qu'on appelle une heuristique. C'est-à-dire, en fait, c'est un raccourci que fait le cerveau pour se faciliter la vie. Il y a un truc qui est quand même assez extraordinaire, c'est que si la société avance très rapidement, notre organisme biologique, lui, il date de plus de 100 000 ans, il n'a pas évolué des masses depuis. Donc on a encore notre cerveau reptilien, on a encore un fonctionnement qui fait que le cerveau ne veut pas s'emmerder la vie à prendre des décisions. Quand vous traversez le passage piéton parce que le feu passe au vert, votre cerveau ne va pas analyser pendant 15 ans s'il faut passer, s'il faut pas. Donc, voilà. Un biais cognitif, c'est ça. C'est nous permettre de prendre des décisions qui vont plus vite. Et donc le biais de confirmation, c'est le fameux biais quand on est sur un panier Amazon qui va nous faire acheter un truc qu'on n'a pas besoin. Mais si, achète-le ce truc-là. C'est génial pour te masser les pieds. Regarde, t'as les pieds dégueulasses, ça te fait te masser. Et en fait, non, en fait. Donc c'est pour ça que toujours enrichir sa réflexion avec des perceptions différentes, avec des outils différents, ça permet de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Et ça, pour moi, je pense que c'est important. Est-ce qu'au-delà du VTT, vous avez eu d'autres... parce que, est-ce que l'achat compulsif fait partie des biais cognitifs? Non, c'est encore un autre mécanisme. C'est plus un mécanisme de l'addiction, là. L'achat, la compulsion de l'achat. C'est encore autre chose. Parce que du coup, votre VTT, pour reprendre l'exemple du VTT, vous l'avez acheté, ça a été un achat spontané. Ça a été spontané. C'est pas un truc réfléchi. Ça n'a pas été réfléchi, non. Donc c'est presque compulsif. Oui, mais parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que pour le coup, c'est mon biais de confirmation qui me l'a fait acheter finalement, parce qu'il m'a dit, mais tu regardes, c'est le Covid, tu peux pas sortir, là tu auras le VTT, tu pourras partir derrière chez toi, faire du VTT et tout, machin. Bon. C'est ton pâté de maison. D'une certaine manière, finalement, ça m'a créé une énergie, ça a développé un truc chez moi qui fait que j'ai aimé ça et tout ça, quoi. Mais il y avait quand même une réflexion qui est derrière, quoi. Je vais pas acheter un VTT si j'habite en centre-ville de Paris, aucun intérêt, quoi. Voilà. Ou une trottinette. Bon. Il est où le bonheur, alors, s'il n'est pas là où on ne le cherche pas? En fait, il est partout ailleurs. Bien emmerdé cette réponse. Non, en fait... Comme avec la question. Comme avec la question. C'est une question qui est tellement... Alors, vous avez lisez mon livre. Voilà la réponse. Mais les grandes lignes. Les grandes lignes. En fait, le bonheur, quand j'ai écrit le livre, alors l'éditeur m'a appelé en 2024, et c'est eux qui m'ont contacté. Et quand je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous attendez de moi comme sujet, ils m'ont dit, c'est quartier libre, en fait. De quoi tu veux parler? Carte blanche. Carte blanche. Et je dis, écoutez, ça me paraît compliqué. Et je dis, j'ai envie de parler du bonheur, parce que pour moi, le bonheur, c'est peut-être le sujet qui est le plus galvaudé aujourd'hui, parce que ça veut tout et rien dire. Et le bonheur, c'est à la fois un truc qui est d'une complexité extraordinaire et d'une simplicité enfantine. Et en même temps, sur 100 personnes à qui vous posez la question, vous avez 100 réponses complètement différentes. Exactement. Sauf que je me suis quand même aperçu dans ma vie qu'il y avait une mécanique du bonheur. Il y a des choses qui nous rendent profondément heureux dans l'idée. Et il y a des moments où on ressent profondément de la joie dans des périodes où on n'est pas heureux, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Et donc l'idée du livre, en fait, c'est d'expliquer cette mécanique. Donc le livre, il s'articule autour de ce qu'on appelle les mécaniques du bonheur biologique, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, comment on fait pour sécréter de la sérotonine, de l'endorphine, de la dopamine, qui sont les hormones du bonheur. Quels sont les leviers mécaniques de notre cerveau tordu qui fait que parfois on fait des choix qui nous écartent de ce qui pourrait nous rendre heureux. Tout simplement parce que la plupart de nos choix sont faits par survie et que notre cerveau n'est pas câblé pour être heureux. Notre cerveau, il est câblé pour qu'on soit heureux, qu'on survive du lundi au mardi, du mardi au mercredi. Et ça, les gens ne le savent pas, la plupart. Donc la plupart se réveillent un mercredi matin à 45 ans et se disent « Putain, mais je ne suis pas heureux. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour merder dans ma vie ?» Tu n'as rien fait, en fait. Tu as juste fait ce qu'il fallait. C'est juste qu'à un moment donné, tu ne t'es pas posé la question de savoir est-ce que ce choix-là va me rendre heureux ou est-ce que ce choix-là va me permettre de survivre. Et à contrario, il y a des mécaniques de survie qui libèrent des hormones du bonheur. Donc c'est toute une contradiction aussi. Et ce que je trouve assez formidable, c'est qu'on retrouve ça dans la philosophie, notamment chez les épicuriens. Alors les épicuriens, c'est... Vous connaissez les épicuriens? Bon, la plupart des gens, les épicuriens, pour eux, c'est une bande de mecs en toge qui font des orgies, qui bouffent du raisin. Mais c'est allongé. C'est pas ça l'idée. Ouais. Les épicuriens, ils ont une philosophie du bonheur qui est, pour moi, la plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des plaisirs modérés. Et en fait, il y a une idée très survivaliste là-dedans.
C'est quoi les plaisirs modérés? C'est manger. D'ailleurs, un bon épicurien, aujourd'hui, dans le langage courant, c'est ça. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui, c'est un bon épicurien, c'est un mec qui aime bien vivre, qui aime bien boire un verre, qui aime bien manger. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'excès. Non, absolument. Ouais, ça a été pris un peu, je pense que ça a été un peu déformé à l'excès, mais les fondements de la philosophie épicurienne, c'est vraiment la simplicité des plaisirs. Et ça passe par les plaisirs de la gastronomie, donc par le fait de manger. Et il y a un plaisir qui est important, c'est celui des relations humaines, c'est-à-dire le fait de partager avec d'autres personnes. Et je peux faire une parallèle directe avec la plus longue étude sur le bonheur qui a été menée. Ça fait 70 ans qu'elle est menée, cette étude-là, sur plus de 700 personnes, sur 3 générations différentes. Et en fait, le résultat de l'étude aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui rend heureux les gens, c'est les liens sociaux. Quelle était la question de base de l'étude? Qu'est-ce qui rend heureux les gens? Qu'est-ce qui rend heureux les gens? On se posait la question là, vous disiez très justement que les gens ont tous une perception différente du bonheur. Et il y a finalement un point commun qui est mis en évidence par cette étude-là, qui a étudié des profils complètement différents. C'est qu'en fait, ce qui nous rend heureux, c'est le lien social. Et ça rejoint un peu finalement les épicuriens, ce qu'ils expliquent. Et avec beaucoup de bon sens. C'est-à-dire si on se détache de tout ce qu'on a pu apprendre sur le développement personnel, sur tout ce qu'on peut nous raconter, mon intuition, mon bon sens me dit, mais il y a un moment donné, on survivait quand même plus facilement en groupe avant que seul. Il y a quelques centaines de milliers d'années. Donc il y a une logique en fait à ce qu'on se sente bien avec les autres. Parce que le groupe nous permettait de survivre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, votre bonheur, en tout cas, si on vous posait la question, qu'est-ce qui vous rend heureux, et si vous faisiez partie de ce sondage, est-ce que vous répondriez ça? Je pense pas. Moi non plus. Et c'est ce qui est beau dans l'étude, c'est qu'en fait, c'est pas une question qu'on pose aux gens, c'est un constat qu'on vient faire sur leur vie. C'est complètement différent. Maintenant, si vous me posez la question, quels sont les moments dans ta vie où tu t'es senti heureux? Il n'y a pas beaucoup de moments où je suis tout seul, en fait. Il y a des moments où je prends du plaisir. Par exemple, je fais de la création musicale et j'adore ça. Et c'est des moments d'introspection pour moi qui sont hyper importants. Mais je me rends compte que j'étais jamais allé au bout de ce processus-là parce qu'en fait, j'étais pas entouré. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'aller faire mixer mes morceaux, de sortir le premier sur Apple Music il y a 3 semaines, etc., c'est que j'ai rencontré un mec qui c'est super, qui s'appelle Anthony, qui est le batteur de Kenji Girac, qui habite à 10 minutes de chez moi, qui a ouvert un studio. Et en fait, j'ai pu réaliser ça avec lui, en fait. Et dans tout mon processus... Donc pas seul. Et si je me dis, mais qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux dans tout le processus? C'est pas les heures tout seul que j'ai passé derrière mon écran à faire mes trucs et mon clavier. C'est la journée que j'ai passée avec lui, avec son pote Teddy, parce que c'est des moments où j'échange, où je partage, et voilà. J'essaie de me poser la question. Et j'essaie de voir s'il y a une résonance avec le seul ou pas seul. Je pense pas qu'on puisse en faire une généralité. C'est sûr. Parce que je vais vous donner un autre exemple. Je fais la photo animalière. Et j'ai mon petit rituel. Je pars chaque année pour le Brame du Cerf, une semaine. Alors, je dois être le seul mec qui part faire le Brame à 3000 mètres d'altitude. Il n'y a pas de cerf là-haut. Mais c'est un prétexte. Mais je vais voir les chamois, ça, c'est super. En tout cas, vous vous retrouvez avec vous. C'est ça. Voilà. Okay. C'est des moments où je me sens en paix. C'est des moments où je me sens serein. C'est des moments où mes enfants me manquent. C'est des moments où ma femme me manque. C'est des moments où, au bout de quelques jours, les gens me manquent. Vous partez combien de temps en général? Je pars une semaine. Une semaine. C'est pas non plus. C'est pas un trek de 2 mois. Hein. Non, mais on se rend compte en fait que quand on est à 3000 mètres d'altitude, qu'on a bien galéré pour y aller, qu'on est en planque pendant 6 heures, des fois sous la flotte, j'aime ça. Et pourtant, il y a un moment où je veux rentrer chez moi. Il y a un moment où les autres me manquent en fait. Et si je dois faire la parallèle à quand je suis avec des amis, avec des gens, c'est pareil. Il y a des fois, la solitude me manque. L'individualisme me manque. Donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas généraliser ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fait avéré, c'est que quand on est entouré des autres, on ressent plus de joie, on se sent plus heureux. Une vie épanouie, c'est une vie entourée de gens. Voilà. C'est mon point de vue. C'est votre définition. C'est ma définition. Du bonheur. Du bonheur. Est-ce que j'aurais cette définition-là aussi? Je crois pas. Je crois pas, parce que ça vient chercher. Hein. Ah oui.
quand on se pose ce genre de questions. Mais il y a des mecs qui se pètent les dents sur le bonheur depuis 5000 ans. On va pas on va pas solutionner la question en 1 heure. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de se la poser, cette question. Bah oui, et en même temps, puisque je sais que vous aimez approfondir les sujets, est-ce que c'est vraiment important de se poser la question ? Est-ce que c'est pas plus important d'expérimenter et de vivre les choses ? Je suis d'accord. En revanche, c'est bien de se poser de temps en temps et de se poser la question. Moi, je pense que c'est bien de se poser de temps en temps. Et vous savez, quand vous êtes à la maison et que quelqu'un vous dit « Attends, arrête-toi 2 minutes, regarde un peu. » Tu vois l'évolution des choses ? Tu vois la tournure des choses ? Tu vois un peu, mais tu peux prendre conscience de ça. Voilà. Et savourer les choses, prendre le temps d'aimer les choses, se poser et avoir le recul nécessaire pour se dire « Attends, je me pose 2 minutes et j'essaie de faire une sorte de... Voilà, une petite revue de vie. » Voilà. Et ben, quand on prend le temps de faire ça, ça fait beaucoup de bien. Parce que quand on est en permanence la tête dans le guidon et qu'on y va à fond en permanence, on n'a pas ce recul nécessaire. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Je serais... Si je devais répondre à cette question, le bonheur, c'est pas une question, mais en tout cas, où est le bonheur pour vous ? Quel est le cursus ? Quel est le curseur que vous mettez pour trouver votre bonheur ? Eh bien, je n'irai pas le chercher chez les gens. Ah, mais c'est pas la réponse au livre. Hein, non, je suis d'accord. Mais on parlait tout à l'heure de seul ou chez les gens, ou avec du monde. C'est ça qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais, c'est un peu... Il y a une nuance qui est quand même importante. Hein. C'est-à-dire que là, on parlait du résultat d'une étude. Oui. Où le lien social... Bien sûr. Le lien social est important et permet aux gens de se sentir heureux. Et d'ailleurs, il y a le même constat dans ce qu'on appelle les fameuses zones bleues. Où les gens vivent centenaires, où le lien social permet de maintenir il y a beaucoup d'études, justement. Exactement. Et la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que ces gens arrivent en aussi bonne santé ? Maintenant, je n'irai pas chercher le bonheur chez les autres. Je ne vais pas attendre que les autres m'apportent quelque chose. Oui. Là, c'est différent. Tout à fait. Non, mais on pourrait se dire que c'est quand on est en compagnie des autres qu'on ressent cet état de bonheur. Ah non, pas forcément. Non, c'est ça. Ouais, non, Moi, pas forcément. Moi non. Parce que pour le coup, moi j'ai la particularité de par mon hypersensibilité, des fois de ressentir les choses de manière assez exacerbée. Idem. Et à l'inverse, des fois je les ressens pas du tout. Je le dis avec la plus grande honnêteté, hein, en ce moment je ressens pas de joie. J'ai mon capital de sérotonine qui est à 0. Là maintenant là ? Ouais, là maintenant. À l'échange qu'on a ? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de plaisir ? Ah non, il y a un plaisir qui est idéologique. Il n'y a pas un plaisir qui est ressenti. D'accord. Non, mais je profite du truc parce que justement, je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Il y a énormément de gens qui culpabilisent à l'idée d'avoir une vie heureuse et qui se sentent pas heureux. Et ces gens-là, ils culpabilisent parce que pour eux, c'est pas normal. Je pense notamment aux personnes qui vivent des dépressions, des burn-out, où il y a une phase de culpabilité qui est aggravante de l'État, où les gens se disent mais c'est pas normal, j'ai tout ce que je devrais avoir, mes enfants sont en bonne santé, j'ai de l'argent, et pourtant c'est pas normal. Ben si, c'est normal, il faut arrêter de dire des bêtises, c'est normal. Parce que le corps est différent de l'idée. C'est 2 choses différentes. On peut, dans l'environnement autour de nous, avoir tout ce qu'il faut dans l'idée, être stable, être équilibré, et pour autant, l'épuisement cognitif, pour autant, l'épuisement physique peut amener à notre cerveau à ne plus sécréter chimiquement les hormones du bonheur. Et on ne doit pas être dans la culpabilité de ça. Je lance un petit message à toutes les personnes qui peuvent vivre ça aujourd'hui. C'est pas votre faute si vous ressentez pas de la joie parfois. C'est juste le corps qui est en décalage, qui est comme ça. Et il faut comprendre ce truc-là, c'est important. Parce qu'il y a des façons de faire remonter la sérotonine. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on est en dépression, on a du plaisir à rien. À rien. Et ce qui permet de sortir de la dépression, c'est de faire des choses qui nous reprocurent du plaisir. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on part du principe qu'on doit prendre du plaisir dans les choses pour les faire, on ne les fait pas. Alors que si on accepte cette idée qu'on peut idéologiquement être dans le plaisir, être dans le partage, être dans le bonheur, sans le ressentir, à force de le faire, on va recréer chimiquement cette harmonie et on va ressentir encore quelque chose. Donc moi, aujourd'hui, je suis très fatigué. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. Je fais beaucoup de déplacements. Je ressens pas de joie. Et en fait, je m'en fous, en fait. Et je me pose pas la question, en fait. Maintenant, dans l'idée, est-ce que je suis heureux d'être là en face de vous aujourd'hui, d'être sur le plateau ? Mais carrément, c'est un kiff total, quoi.
Voilà. Mais c'est là où la notion d'être heureux et la notion de plaisir est différente. Ouais. Elle n'est pas liée. Elle n'est pas liée. C'est pas parce que vous êtes heureux que vous avez du plaisir. Non. Et réciproquement. Et à contrario, un cumul de petits plaisirs peut rendre heureux aussi. Exactement. Donc il n'y a pas de règle, en fait. Et je crois que c'est ça aussi le livre, en fait. C'est qu'il y a un moment donné, j'essaie d'expliquer aussi de quelle manière on peut aller rechercher du bonheur dans des choses qu'on essaie de fuir, par exemple. Pour être beaucoup plus concret, par exemple, le stress. Typiquement, le stress, c'est un truc, c'est devenu la chimère. La bête noire. La bête noire du truc. Mais en fait, je m'amuse souvent à dire, mais imaginez une gazelle dans le Sahara qui a lu tous les bouquins de Mathieu Ricard, et j'adore Mathieu Ricard, parce que moi je médite aussi et tout, hein, donc ça n'a rien à voir. Déjà, j'ai l'image. Imaginons que tu es hyper zen, tu es en train de méditer au bord du truc, espérance de vie 3 minutes. Bien sûr. Voilà. Donc le stress, c'est un signal, c'est quelque chose de normal, il ne faut pas en faire un truc non plus extraordinaire. Ce qui n'est pas normal, c'est que aujourd'hui, le stress, pourquoi on n'arrive pas à le faire diminuer, à le faire descendre? Pourquoi on libère du cortisol? Et pourquoi on transforme notre stress en anxiété, par exemple? C'est parce qu'aujourd'hui, le signal qui est envoyé de fuir ou de combattre, on peut pas se l'approprier. La plupart des situations qui nous stressent dans la vie, on ne peut ni les combattre vraiment, ni les fuir de suite. Donc on est dans une stagnation, dans une acceptation de l'état de stress qui fait qu'on va être anxieux par la situation. Et c'est là où on doit adopter des stratégies, peut-être être accompagné d'une personne qui, de l'extérieur, a une perception différente de la situation. Et on doit fixer un objectif pour sortir de ce truc-là, quoi. Mais c'est ça, en fait, le stress. Dire qu'il faut combattre le stress aujourd'hui, ce serait comme de dire, je monte dans ma caisse, il y a un voyant qui s'allume, je sais pas ce que c'est, je prends un marteau, je tape dessus. Ah, ça y est, il était, je peux repartir. Non, mais en fait, il y a un moment donné, ça te pétait la gueule et puis tu vas pas comprendre, quoi. Donc, il faut comprendre, en fait. C'est ça, le stress. Oui, non, mais je pense qu'il faut comprendre toute cette chimie-là. C'est important. Hein. Oui, c'est essentiel. Alors, comment se déroule un accompagnement que vous préconisez? Alors, comment vous mettez en place ça? Je suis pas certain d'être la meilleure personne pour répondre à la question. Je te dis ce que disent mes patients. Je vous dis ce que disent mes patients, parce que j'ai une approche qui est assez particulière, et j'intègre par exemple la boxe dans mes séances avec mes patients et tout. Après, pour moi, c'est des outils, en fait. Donc je me dis pas, quand quelqu'un rentre, on va faire la TCC, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens... Est-ce que les gens savent pourquoi ils viennent vous voir, d'abord? Je pense qu'ils viennent me voir pour mon énergie. Ils viennent me voir pour ce que je suis, ce que je représente. Et votre franc-parler? Ouais, je pense, ouais. Et l'authenticité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facette, quoi. Non. Alors, j'essaye parce que... Il y a un petit côté cash, quand même, quoi. C'est comme ça te parle ou ça te parle pas, quoi. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'il faut être conscient de ses propres limites, et que je me place absolument pas comme quelqu'un d'au-dessus des autres. Je suis juste différent, et que ça convient à certaines personnes, pas à d'autres. Donc en général, quand les gens viennent à la première séance, je leur dis les choses clairement. Je leur dis, voilà, ma façon de travailler, c'est ça. Si je suis pas trop du genre à vous écouter parler pendant 1 heure, je serai pas la meilleure personne pour faire ça. Moi, je suis plus du genre à être rentre dedans, à avoir une approche plutôt à projeter un petit peu le problème dans l'avenir pour voir ce qu'on en fait, quoi. Moi, aller chercher du sens à un truc, ça m'intéresse pas. Par contre, donner du sens à quelque chose, le projeter à l'avant et faire un objectif avec ce truc-là, ça me plaît. Donc, et pour le coup, je trouve que c'est assez sain quand on est un professionnel de l'accompagnement, de se dire, il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler, d'autres avec qui j'ai pas envie. Voilà. Je suis pas là pour sauver les gens. Étonnamment, c'est-à-dire que on a le sentiment que c'est vous qui choisissez les gens avec lesquels... c'est les gens qui viennent, qui sont en demande d'un accompagnement, ouais. Mais c'est vous qui allez choisir si cet accompagnement est valable ou pas. Disons que je leur laisse le choix. Dès le départ, je leur explique ma façon de travailler. Oui, bien sûr. Et puis après, il y a ceux qui sont OK avec ça et qui décident de prolonger le truc, et c'est super. Et il y a ceux qui décident d'aller voir quelqu'un d'autre, et c'est super aussi, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens, en fait, ils soient autonomes et ils aient ce qu'ils demandent. Donc, si je peux pas leur apporter, autant leur dire de suite. Hein. C'est sûr. Non, mais c'est un franc-parler qui est plein de bon sens. Je sais pas, voilà. Et alors, du coup, donc, ça dure... Alors, c'est des sessions... Ouais, c'est des séances d'1 heure. Des séances d'1 heure, ouais. C'est des séances d'1 heure, et puis bon, après, quand c'est du coaching à l'entreprise, c'est différent. Et même là, je me remets en question aussi, parce que je me rends compte que le modèle de la thérapie individuelle aujourd'hui, horaire, c'est particulier.
je pense que ça répond plus vraiment aux besoins des gens. Donc c'est quelque chose auquel je suis en train de réfléchir pour voir de quelle manière on pourrait faire évoluer ce truc-là. On est dans un pays où c'est très mal fichu aussi, il faut être honnête. Hein. C'est-à-dire qu'on contraint les gens à aller voir des gens qu'ils n'ont pas besoin de voir ou qu'ils n'ont pas envie de voir parce que ça leur coûterait trop cher d'aller voir d'autres personnes. C'est pas logique de penser comme ça. C'est pas logique. Tu vas en Suisse ou au Luxembourg, il n'y a pas cette problématique-là. Alors heureusement, certaines mutuelles prennent en compte les honoraires, mais moi, je veux pas, peux pas dire à une personne, je vous prends et vous payez pas, par exemple, parce que pour le coup, ce serait pas réglo vis-à-vis de moi, parce que c'est un travail, ni vis-à-vis d'elle. Ça m'est arrivé de le faire, rarement pour des étudiants ou vraiment des gens où il y avait vraiment quelque chose derrière. Mais pour le coup, ça m'embête aussi des fois, parce que je me dis, mais putain, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de me payer ma séance, parce que je suis pas conventionné, mais ils veulent travailler avec moi, et je sais qu'il y aurait du résultat. Et ben, c'est un peu frustrant des fois. Voilà. C'est un peu frustrant. Donc vous faites aussi des immersions? Non, vous ne faites pas ça? Des retraites spirituelles? Pas encore, mais... mais ça, j'imagine. Puisqu'on parlait de l'égrégore du groupe et l'énergie du groupe et la définition du bonheur à travers le groupe, ce serait intéressant. Les stages, c'est un truc qui me botte bien. Mais encore une fois, comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup, ça fait 2 ans que c'est un stand-by, l'histoire. Parce que je veux pouvoir apporter quelque chose qui a de la vraie valeur pour les gens. Étonnant que vous doutiez quand même autant que ça, parce que vous avez une certaine assurance dans la manière dont vous affirmez les choses en disant ben voilà, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, et pourtant vous doutez. Parce que je pense que c'est un devoir de douter quand tes idées concernent aussi les autres, quoi. Quand tes idées, ta façon de travailler, quand tes paroles, quand tes comportements impliquent forcément un résultat pour d'autres personnes, il faut douter, en fait. Il faut douter. C'est une chose de faire des erreurs pour soi. Mais quand tu impliques quelqu'un d'autre, c'est pas... Non. Donc, c'est prévu de le faire, ce truc-là. Mais par contre, je le lancerai quand vraiment je saurai que ce que je propose, ça a de la valeur pour les autres. Pas pour me faire kiffer moi, parce que je les ai amenés 3 jours à la montagne, faire du VTT et méditer dans un champ, tu vois. Voilà. Donc, je suis revenu au-dessus vite. Pardon, mais il y a absolument aucun problème. C'est vrai que c'est intéressant. Vous avez fait des arts martiaux. J'étais prof de boxe thaï, ouais. Ouais, prof de boxe thaï. J'ai fait du MMA, tout ça. J'ai remarqué quand même, on a reçu pas mal de sportifs de haut niveau. Il y a quand même une philosophie de vie, un mindset qui est très particulier quand on fait du sport de haut niveau, en compétition notamment, ou des choses comme ça. Il y a un mindset particulier. Je pense à Fabien Lefebvre, je pense à des gens comme ça qui ont été des champions olympiques ou des champions mondiaux ou à Johan Roche qui faisait partie de l'équipe de France de judo, etc. Il y a un mindset qui va évidemment découler sur une philosophie de vie. Et donc, cette philosophie de vie associée à ce mindset fait qu'il y a une spécificité dans l'accompagnement et dans le coaching qu'ils peuvent prétendre proposer. Je pense effectivement que le sport, ça apporte quelque chose dans la réflexion, dans la manière de penser, parce que quand on est sportif de haut niveau, alors en plus, pour le coup, je ne me qualifie pas comme ça, hein, parce qu'il y a des sportifs de beaucoup plus haut niveau que moi, mais ce qui est important, c'est de fixer à la fois ses limites, et la façade qu'on voit de la plupart des sportifs n'est pas réellement ce qu'ils sont à l'intérieur. J'ai travaillé avec des gens, avec des sportifs, qui se décomposaient. Moi-même, je me rappelle, la veille des combats, j'étais décomposé, quoi. 2 minutes avant de monter sur le ring, je me décomposais. Il y avait un petit rituel avec l'huile de camphre, avec des trucs comme ça, pour me mettre un peu... En fait, il y a un moment donné, tu switches dans ta tête. C'est-à-dire que tu fais des exercices de PNL où tu passes de la personne que tu n'es pas capable d'être toi-même à une autre personne que tu t'imagines être pour pouvoir endosser la casquette, le rôle du truc que tu vas faire. Et ça, c'est quelque chose que pour le coup, dans le compte Instagram, je le partage assez régulièrement, ces exercices-là. Mais il y a des fois, on n'est pas la meilleure personne soi-même pour faire quelque chose qui est important pour nous. Est-ce que vous aimez l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Sous beaucoup d'aspects, oui. Sous d'autres, un peu moins. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes réconcilié avec l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Ah, bonne question. Est-ce que je me suis réconcilié avec la personne que je suis aujourd'hui ? Je pense que je suis un petit con. Et je trouve ça bien. Tu vois, je vais te raconter une anecdote. Tutoiement, ça ne te dérange pas ? Allons-y. Bon. Je me suis fait tatouer ce truc-là pour mes 40 ans. Comment il s'appelle déjà, lui ? Dessin animé, là.
Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. C'est pas de ma génération, hein, pour le coup. Ouais, quel kiff. Et j'ai un client qui me dit une fois, ah, erreur de jeunesse. Et je dis, bah non, crise de la quarantaine. Moi, je suis comme ça, en fait. Je me pose pas trop la question de savoir si je m'accepte ou pas. Il y a des moments où je me déteste. Parce que je me trouve très con. Parce que, encore une fois, c'est chimiquement, hormonalement parlant, où je suis en colère, je suis énervé, et je ressens pas de bonheur, et ça me saoule, et c'est comme ça, en fait, c'est juste ça la vie, quoi. Et puis d'autres fois, je me kiffe parce que j'ai fait un truc trop bien, parce que j'ai osé faire un truc, parce que cette séance de sport que j'avais pas envie de faire, je l'ai faite quand même, et je pense qu'en fait, à un moment donné, ce qui est important, c'est de te rattacher à tes valeurs. Je sais qu'il y a une espèce de fil conducteur, il y a un socle de valeurs dont j'ai conscience d'avoir. Et tant que je prends des décisions et que j'ai des comportements qui sont en lien avec ces valeurs-là, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, je porte pas de jugement dessus. C'est juste la vie qui est comme ça, en fait. En tout cas, pour prétendre faire un podcast qui porte le nom de Bien dans mes pompes, ouais. Il y a plutôt intérêt de l'être. Ouais, mais qu'est-ce qu'on y met dedans, en fait? Oui, c'est ça. C'est ça la question. Oui. Est-ce qu'être bien dans ses pompes, ça veut dire que tu es toujours bien dans tes pompes, dans le sens que tu es toujours heureux, tu es toujours en raccord avec toi? Non, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La vie, c'est pas ça. Bien sûr. Par contre, pour moi, être bien dans ses pompes, c'est effectivement des chaussures. Quand tu vas courir, tu mets une paire de baskets. Quand tu vas faire une soirée, tu mets des mocassins. Quand tu es chez toi, tu mets des pantoufles pilou-pilou. Et c'est ça, en fait. Maintenant, un mec qui se dirait, non, être bien dans ses pompes, c'est avoir toujours des baskets parce que c'est confortable. Va faire une soirée en basket, tu vas passer pour un con. Hein. Va faire un jogging en claquette, ça va être dur. Hein. Donc c'est ça, en fait, c'est savoir s'adapter et être conscient que la vie, c'est une constante adaptation à plein de trucs, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais d'authenticité. Et tu vois, c'est une question pour moi, j'appelle ça le paradoxe du développement personnel, l'authenticité. Pourquoi ? Parce que à l'ère de l'IA, où plus rien n'est authentique, en fait, quasiment, hein, tu essayes d'être le plus authentique possible dans ta façon de communiquer, dans les posts, dans ce que tu partages avec les autres. Et à la fois, quand tu parles avec les gens, tu leur poses la question c'est quoi pour toi le développement ? Pourquoi tu veux te développer personnellement ? Ils te disent c'est pour apprendre à devenir qui je suis. Cette belle phrase de Nietzsche. Et là, tu te dis mais comment tu sais que tu es authentique si tu sais pas qui tu es ? C'est quoi l'authenticité pour quelqu'un qui sait pas qui il est ? C'est pas faux. Ouais. Et tu sais quoi, ce truc, je me suis posé la question il y a pas longtemps. Je me suis dit mais en fait, attends, j'essaie d'être authentique, de partager le meilleur de moi, etc. Mais est-ce que je sais vraiment qui moi je suis ? J'ai un regard sur moi à travers mes actions, à travers mon éducation, à travers ce que je ressens, à travers ce que je produis. Mais je suis qui vraiment ? Et je pense que j'ai pas envie de savoir, en fait. Mais en fait, prétentieux que celui qui est capable de répondre à cette question. Je pense. Et je pense qu'en fait, la vie est en constante évolution. Mais bien sûr. Et tu vois, ça rejoint un peu l'éducation, finalement, un petit peu. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Saint-Exupéry, parce que je trouve qu'il y a cette relation avec terminer là-dessus, l'enfant qui est génial, quoi. Le Petit Prince. Le Petit Prince, ouais. Mais mes enfants, je pense, me font grandir plus, m'éduquent plus, moi, en tant que père, que ce que moi, j'éduque en tant qu'enfant. J'apprends à être père tous les jours. J'apprends à être père chaque heure que je passe avec eux. Ouais. Je suis pas né père, tu vois. Bien sûr. Et je pense que la vie, c'est pareil, en fait. T'apprends à devenir qui tu es jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Et tu es ce que tu es le jour où tu l'es, en fait. À l'instant T. Voilà. Et peut-être qu'il va m'arriver un truc en sortant du bureau. Peut-être que cette interview, cet échange va m'apporter un truc et je serai différent en sortant. Donc voilà, c'est ça pour moi la vie. Bravo. Bravo. C'est passionnant. Je suis content que vous ayez pris l'initiative de changer d'avis. Parce que c'est quand même évidemment intéressant d'entendre ce point de vue-là. Ça remet un petit peu les pendules à l'heure, je trouve, et notamment à l'heure du développement personnel. La première phrase qu'on m'a dit quand tu parlais du développement personnel, parce qu'au départ, j'étais ça. Je disais, faut que je fasse une chaîne sur le développement personnel. Bon. Et on m'a dit, non, d'abord, si tu parles de développement personnel, tu parles de développement de l'être. Déjà ça, c'est déjà une nuance. Et ensuite, développement de l'être, voilà. Donc j'ai enlevé ce truc-là. Quels sont vos maîtres, en tout cas les références de ceux qui vous ont plus inspiré? Ça dépend des périodes de ma vie, en fait. La période où j'ai tout perdu, ça a été beaucoup les stoïciens, parce que je pense que ça me rassurait énormément
d'avoir cette image un petit peu dure, de rejeter mes émotions, parce que les émotions que je ressentais à l'époque, elles étaient dures. Donc j'avais besoin de ça à l'époque. Et puis je trouve ça, maintenant avec le recul, je trouve ça bateau et j'accepte pas du tout cette idée, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'être vulnérable et qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas vulnérable. Si on ne s'expose pas aux gens, à la vie, aux expériences, on ne peut pas s'enrichir soi-même et on ne peut pas devenir heureux. Enfin, ressentir en tout cas le bonheur. Et donc c'est une théorie que je réfute un peu. Puis à l'époque, les épicuriens, je n'aimais pas trop, puis j'aime bien maintenant. J'étais très freudien à l'époque, et où j'aimais beaucoup Erickson, parce que je faisais la formation en hypnose à Paris. Et maintenant, je préfère plutôt Carl Gustav Jung, parce que je trouve qu'il a une approche holistique de ce qu'est la spiritualité et que j'aime beaucoup. Parce que, mine de rien, je suis quand même quelqu'un de très spirituel et qui a fait beaucoup d'expériences personnelles très, très perchées, des fois en plus, hein, pour le coup. Mais donc ça dépend. Y a un bouquin qui s'appelle Le Traité des 5 roues aussi, de Miyamoto Musashi, qui fait partie de ma table de chevet et que j'aime beaucoup, cette espèce de discipline, cette voie du sabre, aller à l'essentiel et à épurer tout ce qui n'est pas important dans sa vie. Il y a tellement de choses en fait. La musique m'inspire beaucoup aussi. Eh oui. Hans Zimmer, j'aime tout en fait. C'est sûr. En fait, je crois que j'aime tout. Il n'y a rien que j'aime pas en fait. Hans Zimmer, fait partie de ces musiciens que je peux pas écouter en fait. Tant la musique elle me fait mal. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est dur, hein. Émotionnellement, c'est très très dur. Très très dur. Je sais pas pourquoi. Il y a des musiques comme ça que je peux pas écouter. C'est trop dur. Même dans des moments de bonheur où on sent que la voix est là, que tout est en place, que c'est beau, il y a des chants avec je peux pas écouter. Tellement ça m'impacte. Ça doit vouloir dire quelque chose en tout cas. Il doit bien y avoir une explication. En tout cas, pense qu'il y a des musiques, il faut les écouter avec l'acceptation qu'on est vulnérable clairement. Et qu'on n'est pas grand-chose en fait. Clairement. Le bonheur est là où vous ne le cherchez pas. C'est le livre d'Olivier Jiménez aux éditions First. Lisez, faites-vous accompagner. En tout cas, acceptez, essayez, tentez, voyez un petit peu quelles sont ces approches au travers des thérapies comportementales et cognitives, les fameux TCC dont Olivier nous a parlé. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Olivier. Le lien aussi, alors donc il y a des musiques, alors vous composez ? Ouais, alors c'est autre chose. Mais on est sur du... J'ai 50 comptes Instagram, moi. Ah ouais. Électro-symphonique. Électro-symphonique. Ouais. Okay. J'étais bercé à Rondo Veneziano, les trucs comme ça. C'était bien, Rondo Veneziano. J'adore. Mais c'était Daft Punk de l'époque. Non, mais c'était incroyable. La musique classique avec des rythmes contemporains, c'était incroyable, Rondo Veneziano. Ouais, je remercie mon père pour m'avoir fait découvrir tous ces trucs-là. J'ai adoré, moi aussi, Rondo Veneziano. C'était incroyable. Mais un jour, je vous partagerai ma playlist musicale et je pense que vous allez mieux comprendre mon état d'esprit un peu perché. Ça va pas trop. Cabrel. Vous n'êtes pas très perché. Non. Ça va de Cabrel à quoi ? Rondo Veneziano, à Daft Punk, Kavinsky, Hans Zimmer, Mozart, Vivaldi, Max Richter. Monstrueux, j'adore. Merci infiniment, Olivier. Mais merci à vous. Très bel échange, vous ne regrettez pas ? Non. Même s'il n'y a pas eu de bonheur pendant cet échange. Il y en a eu. Ou du plaisir. Pas eu de plaisir. Il n'y a pas eu de plaisir. Il n'y a pas eu de ressenti. Il n'y a pas eu de ressenti. Mais il y a un vrai bonheur d'être là. Bon, c'est partagé. Merci infiniment. Merci beaucoup. Commentez, partagez vous aussi. Évidemment, on commente toujours avec bienveillance et un commentaire constructif, essentiel. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.